Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du forum du Parti de la France. Et ce soir, je reçois deux cadres du Parti de la France, deux membres du bureau du bureau du parti politique du Parti de la France. Tout d'abord, Guillaume Aguillet. Guillaume Aguillet, vous êtes un fier militant de Normandie. Vous êtes également, si je ne me trompe pas, adjoint du secrétaire général Bruno Hiroux, qui est au Parti de la France également. Comment allez-vous, Guillaume? Eh bien, je vais très bien. Déjà, bonjour à tout le monde. Merci Alexandre pour l'invitation dans ton émission. On va mieux que l'actualité, on va dire, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué l'actualité aujourd'hui et par rapport à ça, je vais largement mieux. Ah, très très bien, merci Guillaume. Ce soir, nous aurons l'occasion de parler de pas mal de choses, notamment de la dissolution de Academia Christina. Et je reçois également Thomas Bègue. Comment allez-vous, Thomas, ancien dirigeant de Bordeaux Nationaliste, fier militant effectivement de cette région et membre du bureau politique du Parti de la France. Comment allez-vous, Thomas? Je vais très bien, merci Alexandre, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Et en effet, je suis ancien cadre de Bordeaux Nationaliste, puisque c'est dans le thème, Bordeaux Nationaliste a été dissous en février dernier. Absolument, et du coup, vous connaissez les règles, bien appuyer sur le micro quand on souhaite s'exprimer, bien appuyer de nouveau quand on souhaite s'arrêter. On va parler des dissolutions, on va parler des interdictions, on va parler des manifestations, on va parler de plein de choses qui finissent en Lyon, étonnamment, et il y aura 10 minutes consacrées à l'actualité et une foire aux questions à la fin de l'émission. Parlons-en directement, puisque le sujet a été amorcé avec Bordeaux Nationaliste. Alors, Bordeaux Nationaliste qui a été dissous le mois dernier, on peut penser évidemment aussi à la Citadelle, on peut penser à plein de mouvements à peu près similaires, à peu près analogues. Le plus parlant, ça doit être Génération Identitaire, qui était moins local et plus national, voire même européen d'ailleurs. Thomas, qu'est-ce que vous pensez de la dissolution de ces mouvements successifs? Est-ce que, comme le dit le gouvernement, c'est un moyen nécessaire pour assurer la paix et l'harmonie sociale? Alors, petite rectification quand même, c'était il y a presque un an que Bordeaux Nationaliste a été dissous et pas le mois dernier. Ah oui, j'ai dit Alors, moi, pardon. Ah non, désolé. je pense en effet que le gouvernement se sert de ces dissolutions tout simplement pour nous faire du mal, pour nous détruire, sans doute pour préparer 2027 et la probable victoire de Marine Le Pen, en tout cas essayer de l'en empêcher, et si elle passe, faire en sorte que nous ne soyons pas, voilà, que ça ne soit pas une porte ouverte pour nous, un tremplin pour nous positionner davantage en politique. Voilà ce que je crois. Après, je crois aussi qu'on a affaire à beaucoup de personnalités politiques hystériques qui ont une peur bleue de l'extrême droite, de ce que sont nos idées parce qu'ils sont profondément de gauche et qui tentent tout simplement de nous faire du mal comme ils le peuvent. Hein. Absolument, absolument. Guillaume, je vais vous poser la même question finalement. Est-ce que vous pensez que dissoudre les mouvements d'ultra-droite, comme on dit, est un moyen nécessaire pour assurer la paix? Est-ce que c'est vraiment ça qui cause le désordre, la disharmonie sociale? Est-ce que c'est vraiment l'extrême droite qui crée le chaos et la terreur en France aujourd'hui? Non, bien sûr que c'est pas l'ultra-droite, l'extrême droite, l'ultra giga méga droite qui pose un problème en France parce que, de toute manière, aujourd'hui, et d'extrême droite, tout ce qui n'est pas d'extrême gauche. Donc, en gros, pour que tout le monde soit content, il faudrait dissoudre du Parti socialiste, néo-fasciste français qui bien sûr n'existe pas. Donc, non, les dissolutions, la seule vision que j'ai de la dissolution de tous les mouvements qu'il y a aujourd'hui, c'est tout simplement parce que, il faut pas oublier que nous sommes en République. Il faut pas oublier comment la République est née et je pense qu'aujourd'hui la République s'est stagnée depuis plusieurs années et aujourd'hui elle se radicalise. Je pense qu'aujourd'hui des mouvements comme on va sûrement parler dans l'émission, d'Academia Christiana, ce sont des mouvements qui, je pense, font peur à la République parce que, bien sûr, c'est des mouvements où nous sommes des mouvements où on ne trouve pas les symboles de la République, mais justement, des jeunes gens qui s'organisent pour proposer autre chose et je pense que ça leur fait vraiment peur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne touche pas à l'ultra-gauche, heu pour la simple raison parce que l'ultra-gauche ne fait pas peur à la République, tout simplement parce que,
c'est les renseignements généraux, ces personnes qui nous surveillent de jour et nuit, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait et qui est diffusé. Parce que les dissolutions ne viennent pas forcément des renseignements généraux, de la police comme on connaît, mais ça vient des sites Lahore, de Street Press et donc voilà, aujourd'hui, on ne fait pas peur à la population, on fait peur au système parce que nous sommes vraiment une alternative. Et Oui, vous, si je Thomas, peux vous aussi, nous faisons peur au système? Oui, bien sûr, je pense que nous faisons peur au système. Ça, c'est évident, hein, c'est ce qu'on constate depuis, depuis longtemps, mais depuis en réalité le mois de mai dernier, encore davantage, après le C9M. Je pense qu'on s'est tous rendu compte que ce C9M a déclenché en tout cas, a été un pas en avant, a déclenché plus de rapidité dans les dissolutions, la répression vers les militants. On se retrouve aujourd'hui avec des personnes incarcérées euh, sans aménagement de peine pour des peines très courtes, ce qu'on n'avait pas avant. Des interdictions de manifester systématiques, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc évidemment, on leur fait peur, ça c'est évident. Et plus on nous voit, plus ils ont peur. Et merci Thomas pour votre réponse. Guillaume, je sais pas si vous êtes encore là. Je crois que j'ai un problème de connexion. Non, ça va? Je suis toujours là. Ah non, c'est bon. Non, tout va bien, tout va bien. J'ai cru que j'avais un problème de connexion. Oui, alors cher Guillaume, effectivement, revenons un petit peu sur Academia Christina. Donc, je crois que vous êtes très lié. Vous êtes très lié à cet institut, à cet ensemble, comment je pourrais dire, à cet ensemble éducationnel, à cette école. Est-ce que c'est grave aujourd'hui de voir des écoles dissoutes de manière totalement arbitraire par le ministère de l'Intérieur? Donc, je pense que, alors là, Academia Christiana n'est pas encore dissous. C'est une proposition qui va être faite devant l'Assemblée nationale. Enfin, pardon, pas devant l'Assemblée nationale, mais devant les ministres. Mais je pense honnêtement que si demain Academia Christiana est dissous, c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que Academia Christiana n'est pas un parti politique. Academia Christiana ne fait pas amplement de la politique politicienne. La base d'Academia Christiana qui a été créée il y a 10 ans, c'est une université d'été pour les jeunes qui puissent se former intellectuellement. Donc c'est des jeunes qui font un sacrifice, pendant une semaine au mois d'août, d'aller, suivre des conférenciers, des activités sportives, ludiques. Hem Et c'est pas dans le but, voilà, ils ne présentent pas une liste électorale, ils ne font pas de politique, ils ne créent pas de manifestations. C'est juste qu'ils rassemblent énormément de jeunes. Donc en fait, il faut imaginer que si Academia Christiana aujourd'hui est sous, ça veut dire que c'est nos limites pour tout ce qui est, de droite nationale, ce qu'aujourd'hui tout le monde appelle dans la presse, l'ultra-droite. Et ce qui fait peur, c'est que tout le monde va vraiment être, dissous derrière. En fait, si Academia Christiana, ça passe, demain, le Parti de la France, il y a des grands risques aussi qu'on soit dissous. Parce qu'on est beaucoup plus radical dans notre discours que les Academia Christiana. Ce qui fait peur, au gouvernement, et je pense pourquoi ils demandent la dissolution de l'Academia Christiana, c'est que ça rassemblait énormément de jeunes. Depuis 10 ans, c'est plus de 2000 jeunes qui sont passés. Academia Christiana, c'est une fois qu'on fait l'université d'été, c'est une grande famille. Demain, vous cherchez un boulot, vous passez par le réseau Academia Christiana, vous voulez monter une entreprise, Academia Christiana va vous aider. Le but, c'est que toute cette jeunesse se développe. Le but, c'est de créer que cette jeunesse, c'est que demain, eh ben, qu'ils se présentent en politique, c'est demain qu'ils créent des associations, qu'ils fassent de l'entrepreneuriat. Donc, c'est de développer la jeunesse avec au fond des idées droites, et c'est ce qui fait peur. Donc, si demain Academia Christiana, qui n'a pas de discours radical, est dissous, j'ai peur même pour les partis politiques comme le Parti de la France.
Merci beaucoup, Guillaume. Je vois qu'il y a Pierre-Marie Bonneau dans le public parce que je vous ai peut-être fait une petite surprise. Effectivement, Pierre-Marie Bonneau va venir faire une intervention dans la soirée. Alors Pierre-Marie Bonneau, je crois que vous m'entendez actuellement. Dès que vous souhaitez prendre la parole, vous levez la main et je vous la donne. Voilà. Donc vous êtes libre de la prendre quand vous le souhaitez, bien évidemment. Et vous pourrez dire ce que vous avez à dire sur mon antenne. En attendant que vous leviez la main, je vais poser une question à Thomas. Thomas, j'aurais aimé savoir, on a Guillaume qui nous dit que la dissolution probable, potentiellement future de Academia Christiana va se faire et que c'est inquiétant pour tout le reste des mouvements parce qu'on serait tous dans le même bateau, qui est un point de vue d'ailleurs que je partage. On sait qu'une dissolution peut être annulée par le Congrès des ministres, si je ne dis pas de bêtises. C'était le cas par exemple pour le soulèvement de la Terre. Et il y a beaucoup de mouvements de gauche qui ont été... Le Conseil d'État qui ont été sauvés, qui ont repêché par exemple le soulèvement de la Terre et beaucoup d'associations de gauche. Vous croyez que Academia Christiana, ou même peut-être Civitas pourrait être sauvé par ce Conseil d'État? Alors, je vais vous dire très honnêtement, je ne pense pas que Civitas le sera. Par contre, je crois et j'espère que Academia Christiana le sera. Depuis que Darmanin est ministre de l'Intérieur, il y a eu 40 dissolutions, 40 demandes de dissolution de sa part, et seulement 2 ont été retoquées par le Conseil d'État. Je pense que Academia Christiana sera la 3e. Je l'espère énormément parce que ce serait un scandale terrible et je pense que ce serait encore un cap de passé. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres mouvements qui sont également touchés par des dissolutions à l'heure actuelle. Il y a la Citadelle de Lille, qui d'ailleurs, je crois, ce soir fête sa soirée de fermeture, en espérant que ça ne soit pas réellement leur dernière soirée. Il y a la Division Martel, et je crois avoir entendu parler des remparts de Lyon, mais je crois que c'est juste un projet que pour l'instant il n'est pas très concrétisé. Donc je vous disais, Darmanin, 40 demandes de dissolution, enfin 40 tentatives, 2 échecs. Mais il faut savoir que ça représente quasiment un tiers des dissolutions depuis la création des dissolutions. La création des dissolutions, c'est la loi du 10 janvier 1936 et c'est une loi qui a été créée déjà dès son origine pour lutter contre l'extrême droite, puisque elle est créée à peine, même pas 2 ans après les événements du 6 février 1934 et que quasiment tous les mouvements qui sont dissous dans la foulée sont des mouvements dits d'extrême droite. Donc, je pense malheureusement que c'est des lois qui sont faites réellement pour nous toucher nous. Voilà. Bon, évidemment, ça va être beaucoup plus facile de défendre Academia Christiana qui a de très bons arguments et qui en plus a une ligne qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus, je ne vais pas dire politiquement correcte, mais beaucoup plus facile en tout cas à admettre pour une personne qui ne serait pas de notre bord politique que Civitas, qui est, je pense qu'on peut dire un peu plus radical. En tout cas, c'est pas du tout une ligne facile à assumer, on va dire. Merci Thomas pour votre réponse. Ah, Pierre-Marie Bonneau, je vois que vous êtes là. Comment allez-vous, Pierre-Marie? Oui, très simplement. 2 petites observations sur ces dissolutions. Ces dissolutions sont décidées par application d'un texte qui est issu du Code de la sécurité intérieure. Ce texte pose 3 conditions. Premièrement, peuvent être dissous les associations, les groupes, ou dissoutes pour les associations, qui tentent de renverser la République et de lutter contre la forme républicaine du gouvernement par la violence. C'est-à-dire qu'ils sont organisés en milices privées. Deuxièmement, peuvent être dissoutes les associations qui font l'apologie de la collaboration de personnes condamnées
pour crime de collaboration. Ça, c'est issu d'une loi de 1951 qui a eu peu de bons côtés et beaucoup de mauvais côtés. C'est la loi d'amnistie. En gros, on a décidé en 1951 que il fallait tourner la page et les gens qui avaient été condamnés pour leur activité politique sous le régime du maréchal Pétain pouvaient réintégrer la vie politique française et ne feraient plus l'objet de poursuites. Sauf que parallèlement, il a été ajouté un petit alinéa qui a été ensuite grossi par la clique au pouvoir. Et ce petit alinéa disait tout simplement qu'il était interdit de faire l'apologie de ceux qui avaient été condamnés pour ces crimes. Troisièmement, peuvent être dissoutes les associations qui incitent à la haine raciale ou à la haine de genre, c'est-à-dire les associations qui luttent pour la France aux Français ou les associations qui luttent pour une organisation normale des mœurs et des familles. 3 critères. Lorsque le gouvernement tente de dissoudre les soulèvements de la terre, le GAL à Lyon ou encore Nantes révoltée, évidemment, il perd parce que Nantes révoltée, les soulèvements de la terre ou le GAL ont beau jeu de dire, mais nous n'avons jamais voulu attenter à la forme républicaine du gouvernement par la force ou la violence. Certes, nous sommes un groupe de combat, nous sommes forts et violents, et nous le revendiquons haut et fort, mais donc, comme ce n'est pas contre la forme républicaine du gouvernement, vous ne pouvez pas nous dissoudre. Deuxièmement, nous n'incitons pas à la haine raciale. Et puis, troisièmement, nous ne faisons pas l'apologie de personnes condamnées pour crimes de collaboration, etc. À partir de là, le Conseil d'État annule les dissolutions dans ce cas-là. Prenons maintenant des dissolutions ayant frappé des associations qui sont affinitaires ou proches de notre courant d'idées. Si l'association a la mauvaise idée de s'organiser avec un service d'ordre, elle est un groupe de combat. Rappelons que Génération Identitaire a été dissoute, entre autres, parce que la rapidité de sa mobilisation sur les frontières, etc., faisait d'elle un groupe de combat. C'est ce qui a été retenu contre l'œuvre française ou les jeunesses nationalistes il y a quelques années. Sur ce qui est de la provocation à la haine raciale ou autre, il suffit de prendre 2 ou 3 propos des dirigeants défendant la France aux Français et, pardonnez-moi l'expression, la messe est dite. Et quant à la volonté d'attenter à la forme républicaine du gouvernement autrement que par les élections, parce que même par les élections, ce serait interdit, on a tous défendu un système qui peut s'appeler République ou s'appeler autrement, mais dans lequel, évidemment, les institutions diffèrent fort de celles qui sont en cours actuellement. Ça, c'est sur la théorie. Maintenant, allons à la pratique. Qu'est-ce que le Conseil d'État? Le Conseil d'État, c'est de la plus haute juridiction administrative. Elle est composée de juges administratifs de haut niveau, mais également de personnalités issues de l'administration. Le président du Conseil d'État, lorsque le recours portant sur la dissolution de l'œuvre française et de jeunesses nationalistes a été examiné, était M. Jean-Marc Sauvé. Il a été ensuite, pour ceux que ça intéresse, célèbre pour son rapport sur l'Église catholique. Et M. Jean-Marc Sauvé était auparavant directeur des libertés publiques, c'est-à-dire la personne en charge de prendre les mesures de dissolution ou d'interdiction. Et à ce titre, il avait en 1990 ou 91, vous me pardonnerez, je n'ai plus la date exacte en tête, interdit le journal de l'œuvre française, Le Soleil. C'est-à-dire que la même personne qui est mandatée par le gouvernement pour monter le dossier d'interdiction du journal Le Soleil de l'œuvre française sera celui qui jugera 30 ans plus tard de la légalité de la dissolution du même mouvement. Je crois que tout le monde peut réaliser à quel point la situation est kafkaïenne. À partir de ce moment-là, il y a effectivement très peu de chances, sinon des chances ridicules, que le moindre recours pour des associations de notre bord puisse prospérer devant le Conseil d'État, sachant que le Conseil d'État est en la matière en France juge en premier et dernier ressort. Il s'agit de décrets et de décrets du président de la République en Conseil des ministres. Continuons sur la scène supérieure. Nous allons devant la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai là-dessus une véritable perle, c'est l'arrêt qui a été rendu pour la dissolution de
l'œuvre française et de jeunesse nationaliste, et qui applique la bonne vieille maxime de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, dans la mesure où, par nature, vous rejetez la démocratie, eh bien, la protection qu'assure normalement à tout un chacun les lois de la démocratie ne s'applique pas à vous. Et notre recours n'a pas été simplement rejeté, mais considéré comme irrecevable sur ce fondement. Voilà en quelque sorte le tableau que l'on peut brosser des dissolutions. Merci beaucoup, Pierre-Marie Bonneau, pour cette excellente intervention. Je rappelle que vous êtes un avocat qui est très présent dans le milieu, que vous avez assisté également à beaucoup de dissolutions de mouvements. Et je vous remercie d'avoir pris la parole dans mon émission, de nous avoir éclairci sur toutes ces questions juridiques qui sont, avouons-le, complexes. Nul ne doit ignorer la loi, d'accord, mais connaître la loi, c'est un métier à part entière, et c'est un métier que tout le monde n'a pas, que tout le monde n'est pas capable d'exercer. Donc je vous remercie beaucoup, Pierre-Marie Bonneau, pour votre expertise. Thomas, Guillaume, est-ce que vous avez une réaction aussi à apporter? Est-ce que vous avez une réponse qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le système juridique qui entoure la loi de 1936? Thomas, est-ce que vous la trouvez juste, cette loi de 1936? Non, évidemment non. Je ne la trouve pas, je la trouve pas juste. C'est-à-dire qu'elle est utilisée évidemment à mauvais escient, comme c'est le cas de quasiment toutes nos lois aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment ça se passe concrètement une dissolution quand on est touché. Je vous explique comment ça s'est passé pour Bordeaux Nationaliste. D'abord, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aussi pour Academia Christiana et puis pour d'autres mouvements. Darmanin, dans la presse, explique que des dissolutions auront lieu, donne éventuellement des noms de groupes concernés ou non. Enfin bon, déjà, il y a un mystère autour de ça. Quelques jours passent, puis nous recevons par la police qui ou nous convoque ou vient carrément nous remettre chez nous le projet de dissolution. Et là, on peut voir tout ce qui nous est reproché. Et pour tous les arrêtés que j'ai vus, celui de Bordeaux Nationaliste, tous les projets de dissolution que j'ai vus, celui de Bordeaux Nationaliste, mais également d'autres qu'on a pu me montrer. Et d'ailleurs, on l'a aussi vu pour Academia Christiana. Toutes les accusations sont, en tout cas une grande partie, complètement ubuesques. Pour Bordeaux Nationaliste, par exemple, évidemment, il y avait des choses qui étaient vraies, des choses qu'on nous a reprochées qui étaient vraies, mais qui étaient légales. Et on nous les a reprochées comme si elles ne l'étaient pas. On nous a reproché également des choses qui ont donné lieu à des procès que nous avons gagnés. Comme si nous nous étions rendus coupables de ces faits alors que nous avions gagné les procès. Même, ça nous est arrivé pour une affaire qui, c'était, pour être plus précis, une manifestation durant laquelle nous avions été interpellés et placés en garde à vue pour des violences en réunion. Nous n'avions pas été poursuivis, c'est-à-dire que c'était bien évident, il y avait énormément de personnes présentes, de vidéosurveillance, mais également de vidéos qui avaient tourné sur Internet. On voyait bien qu'on avait été attaqué, qu'on s'était défendu, en effet, peut-être un petit peu fort, mais qu'on avait quand même des gens beaucoup plus nombreux en face de nous, donc on était obligé d'y aller un peu fort. Et on n'avait pas été poursuivi finalement, mais un antifa avait été condamné. Donc c'est-à-dire que c'était le camp adverse qui avait été condamné pour ces violences-là. Il avait été condamné pour violence contre groupe de personnes inconnues. Alors nous étions en garde à vue en même temps que lui, en l'occurrence. On nous a reproché d'avoir agressé les antifas ce jour-là, alors que eux ont été condamnés, pas nous. Vous voyez, des choses comme ça, il y en avait plein. Et puis après, plein de choses complètement fausses. Par exemple, on nous a reproché des violences à des manifestations, à un moment précis, à une heure précise, dans une ville précisément. Et en réalité, ce jour-là, nous étions en effet en manifestation, mais à l'autre bout de la France. Il y a plein de points comme ça qui ne tiennent pas debout. Et ça a été d'ailleurs, on l'a vu quand Darmanin a parlé des propos antisémites d'Academia Christiana, en tout cas qu'il annonçait comme antisémite, alors qu'en réalité, il se trompait de groupe et qu'il parlait de Civitas. On le voit à ce moment-là. Alors, ce grand amateurisme
Je ne saurais pas vous dire s'il est volontaire ou involontaire, mais en tout cas, c'est quand même assez agaçant de voir que même dans les dissolutions, le gouvernement fait les choses à moitié. Absolument. Guillaume, je vais vous poser une question, mais juste avant, j'interroge Pierre-Marie Bonneau parce que je viens de voir une circulaire qui vient d'être rendue publique, une circulaire de Darmanin qui demande au préfet d'interdire toutes les manifestations. Alors, moi je me pose cette question, il est vrai qu'en France, on nous vante souvent que nous sommes le pays de la liberté d'expression et surtout le pays de la manifestation. Qu'est-ce que vous pensez de cette circulaire, Pierre-Marie Bonneau? N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton bleu avant de vous exprimer. Oui, c'est une circulaire qu'il faut impérativement attaquer, tout comme dans le cas des interdictions des manifestations qui avaient eu lieu après la célèbre démonstration de force du CNFM, démonstration qui n'avait été accompagnée, je le rappelle, d'aucun trouble à l'ordre public. Eh bien, il convient que lorsque un décret, un arrêté est attaqué au fond, par voie d'exception, le requérant demande l'annulation de la circulaire Darmanin. Cette circulaire a été rendue publique, mais en réalité, elle n'est que la conséquence de la fameuse circulaire de mai 2023, qui a été médiatisée, mais dont personne n'a jamais vu la trace. Et je voulais apporter aussi quelques précisions sur la procédure de dissolution. La procédure de dissolution, elle se passe en deux temps. Le gouvernement adresse à l'association ou à son responsable une demande d'observation en disant « Nous allons envisager une dissolution. Merci de nous faire parvenir les observations que cela appelle de votre part. » Bon, avec l'ami Jean Benedetti, nous nous étions rendus au ministère de l'Intérieur pour faire valoir nos arguments dans le cas de la dissolution de la voie française. Autant vous dire que ça n'a servi à rien. Ils n'ont absolument pas retenu une ligne de ce que nous avions dit. Le décret de dissolution est déjà prêt, simplement pour le respect du formalisme. Et uniquement pour cela, il y a cette procédure. Voilà. Je vais me permettre de vous laisser parce que j'ai un bus à prendre. Je dois demain aller à Bordeaux pour effectivement rencontrer des clients qui sont des amis et également discuter politique avec les amis de mon mouvement. Je suis désolé d'avoir été si peu avec vous ce soir, mais mon emploi du temps exige, hélas, que je fasse ainsi. Nous comprenons tout à fait, Pierre-Marie Bonneau. Juste avant de nous quitter, vous pouvez juste nous donner des nouvelles des condamnés de la manifestation de Romans-sur-Isère, juste avant de nous laisser, parce que nous sommes très curieux de cela. La demande de mise en liberté sera examinée par la Cour d'appel de Grenoble, les demandes de mise en liberté, dans la journée du 2 janvier. Et je me rendrai évidemment à Grenoble pour défendre celui qui m'a demandé de me charger de ses intérêts. Merci beaucoup Pierre-Marie Bonneau, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je suis désolé de vous abandonner, je vous souhaite à tous un bon dimanche, un bon et saint dimanche, un bon samedi et une bonne soirée. Merci beaucoup Pierre-Marie, bonne fête à toi. Pour les cœurs, on les aura, qui vivent France. Et merci beaucoup Pierre-Marie et on vous souhaite d'excellentes fêtes. Pour rappeler également, alors certains d'entre vous sont au courant, que j'ai accepté de prendre la charge d'une liste pour les élections européennes, liste qui sera bien évidemment ouverte à tous. C'est une liste nationaliste au sens général du terme, destinée à porter notre parole, qui ces derniers temps, on l'a vu hélas, n'a pu être véritablement portée, y compris par ceux en qui, peut-être de bonne foi aussi, certains ont pu confier leur espoir. Voilà. Mais très rapidement, je serai amené à vous en reparler. Voilà. Très bonne soirée à tous. Très bonne soirée et merci beaucoup Pierre-Marie Bonneau pour être passé. Merci beaucoup. Merci. Guillaume, est-ce qu'effectivement vous voulez réagir à tout ce que nous a dit notre ami, notre camarade Pierre-Marie Bonneau? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Et même question que pour finalement Thomas, est-ce que vous trouvez que la loi de 1936 a encore lieu d'être aujourd'hui? Est-ce qu'elle est juste cette loi?
Bah, il y a du vision. Dans ma vision à moi, elle est injuste. Dans la vision de la droite nationale, elle est injuste. Mais dans la vision d'aujourd'hui, qui est au pouvoir de la République, c'est une loi juste pour eux. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes les seuls opposants. La droite nationale, nous sommes la vraie opposition. Toute formation qui se crée, qui veulent former la jeunesse, qui veulent modifier la culture. En fait, il faut quand même imaginer que depuis les années 60, aujourd'hui, tout est basé, c'est la gauche qui mène le combat culturel. Donc toute association qui va essayer de s'opposer à la culture de gauche, toute cette bien-pensance, ce qu'on appelle aujourd'hui, du coup, un petit peu plus dans les temps d'aujourd'hui, le wokisme, la cancel culture, toute structure qui va s'opposer à ça va forcément être un ennemi de la République. Mais là, on parle seulement de culture, mais il faut quand même imaginer qu'aujourd'hui, on parle de dissolution de mouvements d'extrême droite, alors que des petits blancs, des petits Français se font planter ouvertement par la racaille immigrée. On se fait planter en se faisant insulter de sales blancs directement sur notre territoire. Il n'y a aucune réaction. Quand je dis aucune réaction, c'est aucune réaction violente, parce que là, on est en train de voir que des manifestations partout en France sont en train d'être faites. Et aujourd'hui, le gouvernement va aujourd'hui les interdit. Donc aujourd'hui, oui, cette loi est juste pour la République, parce que nous sommes l'opposition, tout simplement. Hop, merci beaucoup Guillaume pour votre réponse. Alors, je pense, à mon avis, qu'on a assez parlé des dissolutions comment je pourrais dire, des solutions de mouvements ou de partis, et qu'on devrait plutôt là s'interroger sur les interdictions de manifestations. Effectivement, d'ailleurs, nous faisons partie parfois d'organisateurs de l'association, de manifestations, excusez-moi. On avait par exemple organisé, je crois, oui, au mois de juin dernier, nous avions organisé un rassemblement place Beauvais qui a été interdit au dernier moment. Globalement, je pourrais raconter comment ça se passe, mais je vais plutôt laisser la parole à mes invités, c'est peut-être mieux. Thomas, est-ce que généralement, quand il y a une décision du préfet qui interdit la manifestation, on a le temps et les moyens de pouvoir faire annuler cette interdiction? Alors, mon expérience est un peu différente de celle qu'ont les militants qui déclarent ces manifestations aujourd'hui, puisque moi, de ma vie, bien que j'ai organisé beaucoup de manifestations, je n'en ai déclaré qu'une seule. C'est vrai que jusqu'à il y a peu de temps, on pouvait se permettre de faire l'impasse sur ces choses-là, sans être poursuivi et puis sans être non plus tellement persécuté. D'ailleurs, je crois que aucune des manifestations que j'ai pu organiser n'a été interdite. Ceci dit, depuis mai dernier, hein, on voit que beaucoup de manifestations sont interdites. D'ailleurs, la première qui a été interdite, je crois que c'était une commémoration de l'Action française qui avait gagné immédiatement après, puisque l'étape suivante, après l'interdiction, c'est le référé liberté. Donc c'est un juge qui va examiner le problème et qui en tout cas au départ, donnait quand même plutôt raison aux personnes qui déclaraient ces manifestations. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Ça a été le cas d'ailleurs récemment. Vous avez vu, je pense, que beaucoup de manifestations ont été déclarées depuis une dizaine de jours partout en France. Toutes ces manifestations d'ailleurs ont été déclarées par un collectif qui s'appelle le collectif Justice et Sécurité. Il y a eu, je crois que maintenant on est sur plusieurs dizaines de manifestations déclarées, quasiment toutes interdites, sauf 3, enfin qui ont été interdites, mais la justice a donné raison aux organisateurs. Donc il y a eu Bordeaux, Reims et Versailles. Versailles, c'était hier soir d'ailleurs. Ces 3 manifestations se sont toutes les 3 très bien passées. Beaucoup de militants y ont participé, il n'y a eu aucun débordement. Tout cela sera des arguments à donner pour les prochains référés liberté, puis ensuite, sans doute, dans les tribunaux, puisque je pense que nous serons nombreux à attaquer les préfectures qui nous refusent systématiquement les manifestations. Ça, c'est une stratégie qui est en train de se mettre en place de façon coordonnée un petit peu partout en France. Ce collectif Justice et Sécurité, je vais vous en parler
vaguement parce que j'ai peu d'informations, mais avec le peu d'informations que j'ai. Donc c'est un collectif de citoyens, pas forcément tous des militants politiques. Je pense que beaucoup n'étaient même pas militants jusqu'à présent, mais un collectif qui a décidé de se former autour de différents objectifs. Je pense qu'en fait tout ça est né à la mort de Thomas après son assassinat. Donc 5 objectifs. Le premier étant une justice ferme et la reconnaissance du motif raciste de l'assassinat de Thomas, l'arrêt total de l'immigration, l'application des OQTF, la déchéance de la nationalité pour les criminels et délinquants binationaux, et bien sûr la démission de Darmanin. Je vous invite à suivre la page Instagram de ce collectif, sur laquelle vous pourrez retrouver toutes les dates de manifestations à venir. Il y a une mise à jour tous les jours, me semble-t-il, où on vous indique si les manifestations sont interdites ou non. Et d'ailleurs, pour finir l'instant publicité, je vais vous parler des 2 manifestations qui auront lieu demain. À Tours, à 11h, place Jean Jaurès. La manifestation est interdite, mais les organisateurs ont gagné au tribunal administratif. Et demain également, au Mans, toujours à 11h, place Aristide Briand. Et là, je crois que c'est Reconquête qui organise cette manifestation. Merci beaucoup Thomas pour ces précisions. Et vous Guillaume, vous peut-être que vous êtes plus dans la légalité des manifestations. Est-ce que vous avez déjà été confronté effectivement à des annulations de dernière minute? Personnellement, les seules manifestations que j'ai organisées, c'était les manifestations contre les clandestins à Ouistreham. Et honnêtement, ça s'était très bien passé. Il y avait, on a eu l'occasion de rencontrer les renseignements généraux, le maire de Ouistreham, de discuter un petit peu avant. On n'était pas dans cette hystérie qu'il y a aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment eu une grosse évolution sur les déclarations de manifestation. Et donc, pour le coup, je n'ai pas eu l'occasion de connaître, et j'espère que je l'aurai jamais, de connaître l'interdiction de manifestation. Très bien. Moi, je vais vous dire comment ça se passe. Alors, très globalement, lorsque le ministère de l'Intérieur a décidé de d'annuler votre manifestation, tout d'abord, le ministère de l'Intérieur vous prévient au tout dernier moment. Vraiment, quand je vous dis au tout dernier moment, c'est le tout dernier moment tolérable et légal. Ensuite, souvent, on a l'information au dernier moment également que l'on peut défendre sa cause, au tribunal, très souvent vers midi, et on est prévenu vers 10h ou 11h, sachant qu'il faut parfois traverser Paris, et ça c'est lorsqu'on habite à Paris, parce que lorsqu'on habite dans une ville de province, il faut se rendre à Paris, et il faut deviner qu'on va être convoqué à telle heure, et souvent c'est se rendre au tribunal à midi, dans l'espoir que notre manifestation organisée à 14h soit potentiellement autorisée, ce qui fait qu'au final, même si elle est autorisée et que vous faites tous ces efforts, eh ben vous n'aurez aucun manifestant parce que personne ne peut se rendre disponible sous prétexte qu'il y a une petite chance que le tribunal vous accepte. Et d'un point de vue organisationnel, c'est réellement conçu pour vous embêter le plus possible. Ça a été le cas d'ailleurs, comme je le disais, en juin de cette année, place Beauvau, pardon, pas Beauvais, place Beauvau, ça a été interdit et ça s'est passé exactement comme je vous le raconte là. Voilà, on a été convoqué, je crois, à midi au tribunal et on a reçu la convocation vers 10h30 ou peut-être 11h même. Personne n'habitait à Paris et celui qui habitait à Paris était à plus d'une heure de trajet. Voilà, hein, du coup on n'a pas pu annuler une annulation, on n'a pas pu réaffirmer l'autorisation de manifester et de se rassembler. Oui, allez-y Thomas. Excusez-moi, petite précision, c'est au tribunal administratif en effet, mais du lieu où vous avez déclaré la manifestation, hein, pas à Paris, Dieu merci, sinon on pourrait sans doute jamais poser ces référés liberté. Oui, tout à fait. J'ai cité Paris parce que Place Beauvau c'est situé à Paris et que notre manifestation était organisée à Paris. Tout à fait. Tout à fait.
Mais la plupart, enfin, entre nous, la plupart des manifestations et des rassemblements nationaux se trouvent à Paris. Sont tout à fait francs. Voilà. Je ne sais pas si j'ai organisé une manifestation à Dijon. Je ne crois pas que j'ai organisé de manifestation de rassemblement dans ma ville natale. Je n'ai pas souvenir en tout cas. J'ai participé à des manifestations et des rassemblements, par exemple contre la PMA, contre la GPA. Ça s'est toujours bien passé d'ailleurs. Enfin, c'est toujours bien passé. J'ai toujours eu des problèmes dans le sens où il y avait des infos libertaires, disjonctés, bref, des journaux antifa qui me prenaient en photo et qui racontaient que des bêtises sur moi. Au nom du droit à l'information, ou plutôt du droit à la désinformation, devrais-je dire, mais il n'y a pas réellement eu de problème. Mais quand c'est organisé souvent par des grands organismes ou par des partis, je sais pas, par exemple, je pense aux manifestations de reconquête, très souvent, l'annulation est moins probable. Elle est moins probable. Donc, chers amis, allez-y Thomas. Oui, j'allais dire que j'étais très curieux de voir ce qui allait se passer quand de grands mouvements allaient vouloir déclarer des grandes manifestations, comme par exemple la Manif pour tous, qui maintenant s'appelle d'ailleurs le syndicat de la famille. Quand de grandes manifestations comme ça, qui jusqu'à présent ont toujours été autorisées, ont réuni des centaines de milliers de personnes et parfois même ont dépassé le million, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va maintenant eux aussi les bâillonner? Sans doute que ça arrivera, mais voilà, je suis curieux de voir comment ça se passera. On sait que le Parti de la France est concerné, alors c'est un parti politique qui se présente aux élections, qui avait des élus. Maintenant, est-ce que ces très gros syndicats, ces très gros mouvements seront concernés? On aura bientôt la réponse. Le 21 janvier, il y a la marche pour la vie, donc on va savoir si s'opposer à l'avortement dans la rue va être interdit ou pas. Déjà que légalement, on ne peut plus s'opposer, on va dire tout professionnel ne peut plus s'opposer à l'avortement ou dire des choses qui encouragent la vie. Donc on verra si manifester va être autorisé ou pas. Absolument, et je suis curieux aussi de savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'effectivement, il faut forcer de constater que nous sommes de plus en plus, quand je pourrais dire, interdits, de plus en plus. Pas quand je dis nous, c'est pas forcément le parti de la France, hein, c'est tout simplement les personnes qui ont l'audace d'être conservatrices, qui ont l'audace d'être traditionnelles, on va dire, de ne pas adhérer à ce système où les valeurs sont inversées. Donc, à voir, ça peut être intéressant de voir à l'avenir, parce que je crois que c'est Thomas, il nous a donné une statistique très intéressante. Il nous a dit que un tiers des dissolutions ont été faites par Darmanin sur les 90 dernières années. C'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a réellement une accélération des interdictions, qu'il y a une intensification du contrôle étatique républicain. Donc, s'il y a de plus en plus de mouvements qui sont dissous, de plus en plus de manifestations seront logiquement dissoutes elles aussi. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus, messieurs. Exactement. Donc l'avenir nous le dira. En tout cas, pour l'instant, l'avenir n'est pas joli. Mais il ne faut pas lâcher. Le fait que l'appel à déclarer des manifestations partout en France se développe, même si elles sont interdites. Ça fait travailler les tribunaux, ça engorge les tribunaux. Et ben aujourd'hui, s'il faut faire ça pour se faire entendre, et ben c'est peut-être aussi la solution. Oui, parce que c'est dommage, on aurait dû en parler avec Maître Bonneau, mais des interdictions systématiques, comme le demande Darmanin, ce n'est pas légal. Il n'a pas le droit de demander ça et les préfets n'ont pas le droit de l'appliquer. À partir du moment où 2-3 fois d'affilée, des manifestations, un mouvement, en tout cas des manifestations de notre courant de pensée sont interdites, il y a une récurrence. Je pense qu'on gagnera au tribunal. Et je pense qu'on est à l'heure actuelle très nombreux à attaquer les préfectures. Tout à fait. Hop, tout à fait, vous avez raison. Chers amis, alors pour ceux qui sont sur, comment je peux dire, ceux qui sont sur YouTube, je vous donne rendez-vous lundi, et ceux qui sont sur Telegram, c'est tout de suite.